Mesdames, Messieurs les maires, mes chers collègues, je voudrais d'abord me tourner vers vous, Madame la maire de Paris, chère Anne Hidalgo. Vous dire qu'il y a 3 jours, nous étions avec nos amis et collègues ultramarins, accueillis en ce magnifique hôtel de ville d'une grande capitale dont nous avons besoin. Et je veux dire à quel point il est précieux que la maire de Paris, son équipe, en tout temps, tout lieu, toute circonstance, apporte la contribution au soutien des négociations que nous demandons, des revendications que nous portons. Il n'y a pas une France sans Paris, il n'y a pas Paris sans ses communes. Vous êtes là, nous sommes ensemble, merci pour tout. Je voudrais, Monsieur le Président du Sénat, par un tropisme bien naturel de la salle, on s'adresse à l'assistance assise et puis le Président du Sénat est dans le dos, alors je me retourne d'un mouvement le moins inélégant possible, pour lui dire à quel point la constance de la permanence de son engagement pour nos travaux, la constance et la permanence de son engagement dans nos commissions, la constance et la permanence de son engagement dans nos départements. Qui n'a pas vu Gérard Larcher cette année dans son département et quasiment dans sa commune? Qui ne mesure pas à quel point sa passion pour nos communes, car il est l'un des nôtres, anime chevillé au corps sa responsabilité élevée en sa qualité de président du Sénat. Je veux dire au Sénat combien son soutien nous est précieux. Je veux dire à quel point l'engagement personnel et particulier du président Larcher est indispensable. Je veux dire à quel point la délégation aux collectivités territoriales de la Haute Assemblée accompagne nos réflexions. Et je veux dire à quel point c'est toujours une joie, un plaisir, en responsabilité, en amitié, cher Gérard Larcher, de se retrouver ici pour conclure les travaux du Congrès des maires de France. Merci à Mesdames, Messieurs les parlementaires ici largement présents. Et je veux saluer la présence de Dominique Bussereau, président de l'Assemblée des départements de France, qui a, aux côtés d'Hervé Morin, président des régions de France, et de moi-même, il y a quelques semaines, à Marseille, lancé l'appel pour une relance de la décentralisation. Dominique, nous marchons main dans la main à présent, alors que nous étions presque séparés par un mur de glace, pas tous les deux, mais nos collectivités territoriales presque plus difficiles à franchir que celui de Game of Thrones. Même avec un dragon volant qui était parti de l'autre côté de l'inconnu, il fallait beaucoup d'élan pour y parvenir. C'est vrai que depuis 82, globalement, les régions, les départements, les communes se sont soit regardés en chien de faïence dans le meilleur des cas, soit tiré le tapis sous les pieds pour récupérer ici une fiscalité, là une compétence. Pour la première fois, Monsieur le Premier ministre, vous avez en face de vous ce qui est une chance, de notre point de vue, qui peut peut-être être désagréable à certains égards, les régions et les départements et les communes de France, pour vous offrir un acte 3 de la décentralisation. Le président de la République, hier, lorsqu'il nous a réunis, il nous a fait l'honneur de nous recevoir à l'hôtel Marigny, à côté de l'Élysée, a ouvert le jeu sur l'acte 3 de la décentralisation. Ce congrès doit être le lancement de l'acte 3 de la décentralisation. Ce congrès doit être la projection vers une initiative puissante qui permettra de répondre de la meilleure manière possible à l'amélioration du coin de la rue de chaque Française et de chaque Français dans chaque commune de France pour pousser loin les vents mauvais des populismes qui sont en train de déstabiliser l'ensemble de démocraties globales, occidentales et mondiales. Nous vous tendons la main, le Président a offert la sienne. Je souhaite que nous puissions marcher ensemble dans l'année qui vient pour avancer sur ce chemin. En ce début de séance solennelle, je voudrais que nous ayons une pensée toute particulière pour nos compatriotes de métropole et d'outre-mer qui ont affronté cette année des épreuves exceptionnelles liées notamment aux attentats terroristes, aux événements climatiques majeurs. Je voudrais que nous rendions hommage au dévouement de tous les maires, au rôle irremplaçable des communes de France dans ces circonstances, en évoquant, à l'instar d'Anne Hidalgo, symboliquement devant vous l'année tragique qu'a traversée une commune, la commune de Trèbes, dans l'Aude, frappée d'abord par une attaque terroriste du 23 mars dernier, dans lequel 3 personnes avaient trouvé la mort, dont le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Nombreuses sont les communes de France, Monsieur le Premier ministre,
qui ont donné leur nom à une place, à une rue, à une avenue, à ce héros français, au courage exemplaire. C'était cette année, c'était si loin. On ne doit pas oublier, l'oubli pousse trop vite sur les mémoires et sur les consciences. Je veux dire que la commune de Trèbes, quelques semaines plus tard, a été touchée gravement par des inondations qui ont provoqué la mort de 14 personnes. Voilà un maire, une équipe municipale confrontée à un désarroi immense, à des désastres personnels et à une cicatrice qui s'inscrira gagée sur l'éternité dans les mémoires des générations qui se suivront dans cette commune. Voilà aussi le quotidien des maires de France. Voilà aussi les raisons pour lesquelles je souhaitais que le Congrès des maires de France puisse saluer notre collègue Éric Ménassi, son équipe municipale, pour le dévouement exemplaire qui est le sien et qui traduit la hauteur de la dignité, de la fonction, de ce qu'est un maire. Et qu'à travers lui soient touchées aussi et honorées toutes les équipes municipales de notre pays qui font preuve d'un engagement total au service de leurs concitoyens, aux côtés de tous les services de secours, aux côtés de tout le réseau associatif, aux côtés de la solidarité, aux côtés de l'esprit d'intérêt général, aux côtés tout simplement de l'honneur d'une République qui, malgré les événements, se tient debout aux côtés de l'État pour regarder droit devant et regarder un avenir plus radieux que cette année 2018. Je suis heureux, au nom de nos instances, de rendre cet hommage devant vous, Monsieur le Premier ministre, auquel le Président de la République a demandé de bien vouloir le représenter pour notre 101e congrès. Je vous souhaite sincèrement la bienvenue et nous attendons évidemment avec impatience le cadre général de la feuille de route que l'État va porter et dont je ne doute pas que vous allez développer le meilleur des scénarios. Les membres de votre gouvernement ayant respecté la consigne extrêmement professionnelle qui avait été indiquée, ne rien dire, attendre, rencontrons le Président de la République et discutons ensemble. Aucun de nos congrès ne se ressemble, aucun. Mais chacun s'inscrit dans une actualité très particulière. Chaque congrès des maires de France est le reflet de l'état du pays. Il y a dans d'autres pays un discours à la nation. Il y a en France tous les ans un congrès des maires de France qui permet de faire le point sur ce que nous disent nos administrés et sur la manière dont les relations s'écrivent avec l'État. Nous sommes, par définition, ensemble au service de la République. Mais chaque congrès est un événement en lui-même parce qu'à aucun autre moment de notre vie publique ne sont rassemblés autant d'acteurs majeurs de la vie quotidienne de la République. C'est ainsi depuis toujours. Les communes sont le socle de la République, les maires sont les garants de la démocratie locale. Et depuis 110 ans, l'Association des maires de France les rassemble dans leur diversité politique, dans leur diversité géographique, territoriale et surtout humaine. Notre mission n'a pas varié. Nous portons la voix des communes sans esprit partisan. Nous essayons de concilier tous les points de vue qui font notre richesse et notre légitimité. Et dans notre longue histoire, Monsieur le Premier ministre, nous avons été en accord ou en désaccord avec à peu près toutes les majorités. Donc soyez apaisés, il n'y a pas grand-chose de nouveau sur le front de notre réunion d'aujourd'hui. Je l'ai dit l'an dernier, il ne faut jamais négliger l'histoire et toujours se poser sur quelque sujet qu'il soit la question de savoir d'où ça vient et pourquoi. Pourquoi il y a eu un congrès des maires de France et d'où est-il venu? Il est venu de la suppression d'une taxe par l'État, qui était l'octroi des communes pour financer les caisses des communes. Et où est-il allé jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine manière, pour dénoncer à nouveau le point d'interrogation soulevé par la suppression d'une taxe, celle de l'habitation, pour financer les services publics que nous produisons au quotidien. Un siècle s'est écoulé, toutes les majorités se sont succédées, soutenant des gouvernements, y compris ceux auxquels nous avons appartenu, André Léniel et moi-même, et nous avons tous en mémoire le cadre général de la tension qui pouvait exister. Avoir des désaccords, ce n'est pas très grave. Les avoir sur des sujets de fond, ça fait partie du débat politique. Les avoir en revanche sur des préoccupations de forme, il faut tourner cette page-là.
voyez, en dessous de ce pupitre et juste derrière moi, il y a un hashtag. Ce hashtag, c'est Ma commune, j'y tiens. Il y a un mois, Monsieur le Premier ministre, dans l'anonymat des réseaux sociaux, a été lancé un autre hashtag. Balance ton maire. Balance ton maire. Hashtag mondial référencé pour dénoncer les hommes commettant des délits, des crimes, des violences contre des femmes. On est dans un monde de communication, cette référence ciblait directement des criminels et des délinquants. Qui d'autre peut comprendre autrement l'initiative relayée par des membres qui soutiennent votre majorité dans le cadre global de la vindicte jetée à l'opinion publique à travers ce hashtag. Les regrets exprimés, je vous le dis, ne changent rien à la violence de l'intention, à son irresponsabilité et à son injustice profonde. Une injustice profonde à l'égard d'hommes et de femmes qui, par-delà leurs différences, ont en commun la passion de la France et l'engagement au service des Françaises et des Français. Et qu'on me comprenne bien, au-delà de nos personnes, qui ne font que passer, c'est la République qui a été abîmée presque dans tous les sens du terme. Abîmée, ça veut dire fatigué. Abîmée, ça veut dire aussi s'échouer. Les deux doivent être à l'opposé de ce que nous incarnons et de ce que nous portons. Les deux doivent être restaurés dans l'année qui vient pour un dialogue fécond à la hauteur des enjeux que nous portons. Cette montée des populismes que nous évoquions à l'instant est un phénomène mondial. Il déstabilise toutes les institutions. Il est d'ailleurs assez singulier d'observer que dans les violences constatées depuis presque une semaine en France à travers le mouvement des Gilets jaunes, les deux institutions, Monsieur le Premier ministre, qui sont attaquées, c'est la préfecture et l'hôtel de ville. Ça veut bien dire que nous avons destin liés. Et c'est la raison pour laquelle nous vous soutenons pour garantir l'ordre dans chaque commune de France. Mais comment prétendre combattre ces populismes et verser à corps perdu dans ces actions qui leur donnent de la force? 5 jours après le début de cette campagne contre nous, le remaniement ministériel était placé sous le signe d'un nouveau dialogue avec les collectivités locales. Nous en prenons acte positivement. Mais la question des personnes, au fond, importe moins que la politique qui va être conduite dans les semaines et dans les mois qui viennent. Si cette nouvelle équipe chargée du dialogue avec nous n'a pour l'instant aucun mandat pour négocier sur des sujets importants d'ordre financier ou institutionnel, par exemple, les échanges n'iront pas très loin, c'est normal, ça a été le cas avec tous les gouvernements qui n'avaient pas une feuille de route claire, nous y avons tous pris notre part. Pour réussir le dialogue, il est nécessaire de tirer les conséquences de l'échec de la Conférence nationale des territoires. En fait, cette CNT, elle a échoué parce qu'elle n'a été ni une instance de concertation, ni une instance de négociation. Il n'y a pas eu de concertation lorsque le président de la République nous a annoncé, le jour même de l'ouverture et de l'intronisation de cette CNT, le passage de l'effort financier demandé aux collectivités de 10 à 13 milliards. Il n'y a pas eu de concertation lorsque la décision de réduire brutalement le nombre des emplois aidés a été prise. Il n'y a pas eu de concertation lorsque les agences de l'eau et les organismes de logement social ont été privés d'une partie de leurs ressources. Il n'y a pas eu de vraie concertation sur le plan pauvreté, dont la mise en œuvre va pourtant reposer en grande partie sur les collectivités et singulièrement sur les communes. Il n'y a pas eu de concertation sur la décision d'abandonner les propositions de Jean-Louis Borloo, sur lesquelles nous avions tous travaillé. Je veux d'ailleurs rendre hommage à tous les élus, tous les acteurs de terrain et toutes les associations qui ont consacré beaucoup de temps à ce travail pour un rapport qui finit encore une fois dans un tiroir. Et sur la Conférence nationale des territoires, vous le savez, Monsieur le Premier ministre, nous en avons discuté, les signaux d'alerte ont été nombreux et nous n'avons pas été les seuls à les envoyer. Les régions avaient été les premières à quitter, puis réintégrer la table. Nous étions venus à Cahors, en observateur. Et finalement, cher Dominique Bussereau, ce sont les départements qui ont tiré la nappe. Mais ils ne l'ont pas tiré pour changer le couvert. Ils l'ont tiré parce que la discussion avec l'État sur une politique fondamentale qui vise à apporter le cadre général de l'accompagnement financier sur la problématique douloureuse et humaine des mineurs isolés concerne tout le monde. Lorsque les départements ont des tensions avec l'État sur cette politique d'accompagnement des mineurs isolés dont la mission est une mission de nature régalienne. C'est à l'État qu'il appartient de négocier et de définir dans le cadre européen le nombre de mineurs isolés dans un flot qui est important.
Mais c'est aux départements et aux conseils départementaux de financer ces politiques telles que la décentralisation l'a proposé. Plus d'1,3 milliard ne sont pas payés par l'État à l'égard des départements. On peut comprendre la difficulté des discussions dans un contexte budgétaire difficile. Mais d'abord, pourquoi ne sommes-nous pas associés? Alors que derrière, qui inscrit les jeunes dans les écoles? C'est nous, les maires. Qui débloque les aides d'urgence dans les centres municipaux d'action sociale pour les accompagner dans des politiques de précarité difficiles au quotidien? Qui essaye de trouver des places dans les centres d'hébergement? Qui essaye de négocier avec les bailleurs sociaux pour trouver des places pour les familles qui les rejoignent? Ce sont les maires. Nous avons partie liée, nous avons destin lié. Et donc, lorsque les départements, à juste titre, ont manifesté dans un premier temps un étonnement et dans un deuxième mouvement un sentiment, au fond, d'absence d'écoute, lorsque les départements nous ont demandé la solidarité, nous avons dit oui tout de suite. Parce que la cause est juste, parce que nous travaillons main dans la main sur les politiques sociales de proximité et avoir une lecture statistique ou budgétaire des politiques sur le qui fait quoi, où les régions ne s'occuperaient que de l'aménagement du territoire et les départements que des politiques sociales et nous que des services publics de proximité, c'est ne rien comprendre à l'organisation des territoires. Nous travaillons tous ensemble, et sur l'aménagement du territoire, et sur le développement économique, et sur la politique de développement d'enseignement supérieur, et sur le cadre des politiques sociales de proximité, et sur la politique de logement, et sur la politique d'accompagnement du tissu associatif, et pour le développement du sport, et pour le développement de la culture. Nous sommes en partie les co-responsables, les acteurs, et même les acteurs majeurs du fonctionnement public du pays. Et c'est bien la raison pour laquelle il nous fallait prendre la décision d'être solidaires aux côtés des départements, et les régions l'ont fait de même, pour vous adresser un message fort et puissant de l'impasse dans laquelle nous allions rentrer. Il manquait aussi à la Conférence nationale des territoires peut-être une envie de négocier, ou peut-être qu'elle a été mal formatée, c'est-à-dire de trouver des solutions qui aient vocation à être portées par tous les acteurs de la démocratie locale en même temps que l'État. Les maires que vous avez en face de vous n'ont aucune envie d'être en face à face. Ils ont tous les jours envie d'être côte à côte avec le préfet, avec les services de l'État, pour réussir au quotidien, lutter justement contre la désespérance sociale. Nous en sommes comptables et nous sommes conscients de nos désaccords. Et lorsque nous avons constaté nos désaccords, l'État a mis en œuvre, en fait, ce qu'il avait décidé seul. Et il s'étonnait que nous contestions ces décisions. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la formule, elle est très simple. Cet animal est méchant. Quand on lui donne un coup de pied, quand on l'attaque, il se défend. C'est quand même une curieuse façon de concevoir la vie. Lorsque nous avons des désaccords et que nous le disons, eh bien, ce n'est pas une réaction violente ou une agression insupportable à l'écart d'un État tout-puissant. C'est tout simplement le sentiment, non seulement de ne pas avoir été écouté, mais d'avoir été abandonné juste avant l'été, sur le pas de la route, sans pouvoir avoir son mot à dire dans cette situation. Alors, lorsque l'État fait le choix d'un parcours solitaire, nous proposons de travailler à des solutions désormais partagées. Ça veut dire que chacun doit faire un pas vers l'autre. Et toute la relation entre nous est à reconsidérer sous l'angle de la confiance, qui ne peut se décréter, qui ne peut que se féconder au jour le jour, mais d'une confiance réciproque. Si la concertation est conduite comme une obligation, comme une case à cocher, sans réelle intention pour le gouvernement d'enrichir ses projets de ce qui lui est dit, alors c'est certain, rien ne pourra progresser. Et nous sommes respectueux des pouvoirs publics, dont nous n'avons jamais contesté la légitimité. Mais nous avons aussi le droit d'avoir une opinion et de la mettre dans le débat démocratique, sans pour autant être soupçonnés de chercher à nuire à l'action de la majorité. Ce n'est pas notre sujet. Et on ne souhaite que la réussite de notre pays. Que les choses soient très claires, nous n'avons jamais hésité, au nom de l'AMF, à nous opposer à nos propres familles politiques lorsque cela nous paraissait justifié. Ce qui nous intéresse, c'est le fond des dossiers et pas l'écume des polémiques. Parce que nous sommes des élus responsables et passionnés par notre mandat. Parce que nous avons des équipes compétentes et qui travaillent depuis toujours avec l'ensemble de vos ministères. Et parce que notre seule ambition est de bien servir les communes dont nous avons la faiblesse de penser et probablement aussi la force d'y croire qu'elles sont utiles à la République. Nous savons, et nous l'avons prouvé par le passé, travailler positivement et soutenir sans a priori des mesures. Lorsque, par exemple, le ministre de l'Intérieur signe la semaine dernière une circulaire au préfet améliorant ce qui est important et ce que nous avions demandé, l'information des maires sur les risques de radicalisation sur nos territoires, dans l'évolution de la menace terroriste dans chaque commune de France. La menace terroriste, elle n'est pas qu'à Paris ou dans les grandes métropoles. Elle peut être vécue ou traversée dans chaque commune. Eh bien, lorsqu'il y a cette amélioration, nous faisons connaître notre satisfaction, nous l'avons dit.
Nous l'avons dit d'autant plus volontiers que nous avons été associés de longue date à l'élaboration du texte qui a été produit. Lorsque les ministres de l'Éducation nationale, de la Justice ou de l'Intérieur nous associent aux mesures destinées à sécuriser les écoles, nous apportons notre contribution avec sérieux et nous sommes sur un bon chemin. Lorsque les ministres de la Santé et de l'Égalité partent sur une direction au départ qui ne nous semble pas la bonne, nous en avons discuté, l'affectation des places de crèche dans les communes. Le postulat était d'imaginer un véhicule législatif considérant qu'il y avait trop de brouillard dans la gestion de ces places de crèche, nourrissant par là même un peu plus la suspicion à l'égard des élus sur une forme de clientélisme à travers l'affectation de ces places de crèche. Qu'avons-nous fait? Nous avons alerté les ministres. Je suis allé moi-même voir Mme Buzyn et Mme Schiappa. Elles ont écouté, on a mis en place un groupe de travail, on a défini un vade-mecum, un guide de bonne pratique à la disposition de toutes les communes, mis à la disposition de l'opinion publique pour bien montrer la sincérité du cadre réglementaire de l'affectation de places d'un service public dont je rappelle qu'il est facultatif. Lorsque le secrétaire d'État à la cohésion des territoires s'implique sur le plan d'envergure de développement du numérique, ce qui va vraiment dans la bonne direction, et a associé les collectivités territoriales à sa mise en œuvre, nous l'avons soutenu et nous l'avons aidé. Je pourrais multiplier les exemples dans le domaine des finances, de l'environnement, de la culture, du sport ou de la fonction publique. Il y a eu des secteurs sur lesquels nous avons bien avancé. Mais sur le fond, nous avons évidemment été amenés à ralentir, tout simplement parce que nous avons parfois eu le sentiment de ne pas être respectés. Lorsque nous avons défendu les emplois aidés, on nous a répondu qu'on était des clientélistes, comme si on allait acheter des voix. Alors qu'il faut ne jamais avoir été confronté à la précarité sociale dans une permanence d'élu local pour ne pas savoir que souvent l'emploi aidé, c'est la dernière bouée de sauvetage pour des personnes qui sont dans la grande misère et c'est la main tendue pour trouver le chemin d'une insertion sociale et personnelle. Lorsque la mesure APL a été mise en œuvre, de notre point de vue, une mesure strictement budgétaire, nous n'avons pas été associés suffisamment à l'accompagnement du cadre général des conséquences pour les offices publics de l'habitat. Les conséquences, elles sont là, elles sont déjà chiffrées, nous le savons. Plusieurs dizaines de milliers de logements ne seront pas produits en 2018 comme c'était prévu. Et ce qui est annoncé après 2020 est beaucoup plus préoccupant encore, puisque l'investissement dans la réhabilitation de ces quartiers est aujourd'hui en cale sèche. La politique de l'ANRU ne permet pas, sur le plan de la dotation budgétaire, d'accompagner le développement de ces quartiers. Le rapport Borloo a été enterré, nous l'avons vu, et donc la politique de la ville est aujourd'hui un gros point d'interrogation. La production de logements sociaux est plus qu'incertaine et entraîne par là même la raréfaction de la production de logements privés. Il va falloir là aussi réfléchir, me semble-t-il, à une discussion plus ouverte sur comment on relance le logement en France. Mais dans le même temps, en parallèle, on lance un plan pauvreté. 60% des APL sont au niveau des minima sociaux et de précarité. Ça veut dire qu'en ayant baissé l'APL, on pense réduire la pauvreté dans un cadre d'un plan global. Je pense que là aussi, il faut en discuter. Et je pense que là aussi, nous devons en reparler en profondeur. Tout cela, nous l'avons dit hier soir à l'invitation du Président de la République, en votre présence, en la présence de Madame Gourault, de Monsieur Lecornu, qui sont à vos côtés pour restaurer ce dialogue avec les collectivités territoriales. Et nous l'avons dit de manière puissamment et profondément républicaine, de part et d'autre, puissamment et profondément courtoise. C'est normal, nous respectons l'éducation qui nous a été transmise. Et puis il y a aussi un sentiment de complicité à affronter des difficultés au quotidien que nous avons également en partage. Et nous l'avons dit aussi avec beaucoup de franchise, comme nous le faisons aujourd'hui, car au fond, ces discussions doivent être à livre ouvert. Et ce que nous avons dit au Président de la République, nous le restituons devant vous avec beaucoup de fidélité. L'échange a été utile, naturellement, il n'est pas tout à fait de la même nature, et vous le savez, une invitation a été lancée au Président de la République qui a pris l'engagement de nous faire l'honneur de venir l'année prochaine, et nous nous en félicitons. C'était un bon échange, et c'était un bon débat. Et je crois à l'engagement et à la sincérité. La tâche est difficile, elle est difficile pour nous, elle est immensément difficile pour ceux qui servent l'État, et elle l'est évidemment encore plus pour le chef de l'État. Mais l'écoute sera certainement le meilleur des remèdes et qui ne sera pas un placebo pour permettre justement à l'État, aux services publics, au pouvoir public, au fond à la République, de s'appuyer sur les maires que nous sommes pour
lutter plus efficacement pour ceux qui la contestent. Parmi les engagements pris par le président de la République, il y en avait un qui tenait à cœur de beaucoup de maires. C'était l'engagement de ne pas priver, par exemple, de manière brutale et unilatérale certaines communes pour qui c'était légitime de la compétence eau et assainissement. Et ce qui a rendu complexe nos discussions sur d'autres sujets, c'est que, par exemple, sur un sujet qui ne fait l'objet, a priori, d'aucune interrogation, qu'est-ce que ça peut faire qu'un maire d'une petite commune ait la possibilité de conserver le cadre général d'ouvrir ou de fermer les robinets d'eau dans chacune des communes? Qu'est-ce que ça peut faire et à qui ça peut ennuyer? En quoi c'est un problème politique? Sauf à vouloir dépouiller les maires totalement et définitivement du cadre général de leur exercice, de leur laisser les chrysanthèmes, mais en général c'est plutôt quand on est avancé au compteur de la vie, et de leur laisser l'état civil, et comme il y a beaucoup moins de mariages et moins de naissances dans les villages, eh bien dans ce cas-là, le sentiment d'abandon et le sentiment d'éloignement est encore plus puissant. L'enquête du Cevipof, que chacun connaît désormais, montre la réalité de ces sentiments douloureux et délicats. Voilà un sujet concret sur lequel on peut rouvrir le jeu. J'ai cru entendre, j'ai cru comprendre que cela pouvait faire partie des discussions que nous pourrions avoir avec les membres de votre gouvernement. Je souhaite que nous puissions ouvrir le jeu sur cette question. L'engagement sur ce point nous a d'autant plus surpris que nous pensions qu'il était ferme, mais les débats au Parlement n'ont pas été soutenus par les membres de votre majorité. Et je dois la vérité de reconnaître, et je dois au regret de le souligner également, que les membres du gouvernement chargés de défendre l'arbitrage présidentiel n'ont pas tout à fait suivi ni l'esprit ni la lettre de ce que nous avions peut-être à tort compris comme le respect du cadre général de l'application de la responsabilité entre les communes et les intercommunalités sur l'eau et l'assainissement. Nous avions eu un deuxième engagement également sur l'Agence des territoires. C'était une idée de l'Association des maires de France. Notre idée, elle était simple. Il fallait créer une ANRU pour nos campagnes, pour notre ruralité. Une ANRU, c'est-à-dire une agence dotée avec de l'argent, sonnant et trébuchant, votée en loi de finances, qui avait fait la preuve de son efficacité. 1 euro pour la ville, 1 euro pour la campagne. C'était une idée assez simple, partagée et compréhensible par tous. L'agence est créée, va-t-elle être dotée et est-ce qu'elle ne s'éloigne pas à travers le cadre général de l'esprit initial de ce que nous souhaitions? Je pense que ça doit faire partie, là aussi, de nos discussions concrètes, parce que c'est un effet de levier extraordinaire pour concentrer les moyens de l'État afin d'optimiser les services publics dans notre protection globale. Dans la lettre qu'il a adressée aux maires cette semaine, le président de la République a exprimé sa satisfaction d'avoir maintenu le niveau global de la DGF. Il est vrai que la loi de finances gèle la DGF. Mais on ne peut pas ignorer que 16 745 communes, soit près de la moitié, ont connu une diminution de cette dotation, sous l'effet notamment de la baisse de la dotation forfaitaire qui concerne plus de 22 000 communes. Et on ne peut pas non plus ignorer que 8 000 communes, en plus, ont vu leur dotation de péréquation baisser. Ce n'est pas la décision des parlementaires qui est en cause, ni même celle du gouvernement. C'est le cadre général qui fait que sur le plan budgétaire, on est resté dans une enveloppe fermée. Et restant dans une enveloppe fermée, eh bien, la chute a été libre et donc l'engagement pris de l'absence de baisse de dotation pour cette année comme les suivantes ne peut pas être respecté puisque le système global de péréquation crée les conditions justement d'une chute libre et donc d'un sentiment d'incompréhension de la part des communes qui ont vu cette chute alors que le message que nous avions porté et relayé était exactement à l'opposé. Là encore, l'AMF est force de proposition. Nous vous proposons la mise en place d'un fonds de lissage pour permettre au moins aux communes les plus touchées par ces baisses de dotation de pouvoir en étaler les effets dans le temps. Notre proposition, les parlementaires de la majorité sont ici, a été rejetée à l'Assemblée sans débat. Je pense que là encore, nous avons une immense marge de progression dans les discussions sur les véhicules législatifs de nature financière et budgétaire pour améliorer le cadre général de ce qui est efficace et de ce qui est utile pour nous. Nous souhaitons qu'une étude d'impact soit menée pour mesurer les conséquences de la modification de la carte communale sur la DGF pour l'année 2019. Là aussi, j'ai compris, nous avons entendu qu'une ouverture était possible de la part du président de la République. Ce cadre fait partie du mandat de négociation qui vient de nous être confié. Pour la taxe d'habitation, cela a été évoqué très largement dans la motion. Nous avons participé à des réunions de discussion sur des sujets extraordinairement complexes. Chacun a navigué. La méthode en elle-même pouvait avoir sa pertinence. Elle a achoppé sur le point qui est tout simplement que nous ne ferons aucune guerre au département et que nous ne revendiquons pas le foncier bâti
ou non bâtis pour compenser la taxe d'habitation. Nous serons donc avec les départements, aux côtés des départements, pour porter une solution qui sera commune, région, département, commune de France. Celle-ci porte la forme du dégrèvement, indexé sur l'évolution du coût de la vie, dans un cadre garantissant des recettes. Et ce n'est pas pour se faire plaisir, c'est derrière pour financer des services publics. C'est derrière pour garantir les investissements de développement de chaque territoire. Quel est l'agent économique qui peut imaginer se développer s'il n'investit pas? Personne, pas une entreprise, pas un ménage. Quel est donc le territoire qui peut imaginer se développer s'il n'a plus les moyens d'investir? Or, le sentiment global, c'est qu'à travers la gestion de ces dotations et la suppression de la taxe d'habitation, il n'y aura plus rien pour investir. Et comme l'État ne fait plus grand-chose en investissement, eh bien dans ce cas-là, qui va investir? Plus personne. C'est bien ça le cœur de l'incompréhension et de la préoccupation en profondeur de tous les maires de France et de tous les élus de France. Le président de la République a ouvert un autre chantier qui nous intéresse beaucoup, celui de la révision de la loi fondamentale et de la révision de la Constitution. Nous souhaitons consacrer la commune dans la Constitution. Nous souhaitons consacrer dans notre loi fondamentale la clause de compétence générale. Nous souhaitons toiletter l'article 72 de la Constitution pour clarifier ce que veut dire libre administration des collectivités territoriales dans le cadre défini par la loi. Nous souhaitons faire vivre constitutionnellement l'idée d'une république décentralisée. Nous souhaitons l'autonomie fiscale et nous souhaitons l'autonomie financière. Nous souhaitons tout simplement cet acte 3 de la décentralisation dont le président de la République a considéré à juste titre que c'était un débat utile et intéressant pour le pays, à travers la révision de la loi fondamentale, à travers l'engagement des parlementaires dans leur rôle de constituants. Il y a là une fenêtre extraordinaire de rassemblement national autour d'une idée partagée par tous les bancs constituant les formations politiques présentes à l'Assemblée nationale et au Sénat, qu'il pourrait être extraordinaire d'utiliser dans le sens de la clarification et de l'amélioration de nos relations. Et il n'est pas douteux que dans une hypothèse comme celle-ci, tous les présidents de la République et tous les premiers ministres ne pourront prononcer aucun autre discours que d'écouter les applaudissements et les acclamations. C'est un encouragement, Monsieur le Premier ministre. Les autres sujets ont été largement abordés. Le chef de l'État nous a fait part de sa volonté hier de resserrer les liens de travail entre l'État et nous. Nous le souhaitons de tout notre cœur, de toute notre énergie, de toute notre passion de servir, comme nous comprenons également la sienne de servir la France. Nous sommes disponibles pour cela, je crois que vous l'avez compris à présent. Il s'agit d'être associés le plus tôt possible au projet du gouvernement et de partager en toute transparence, selon le vœu du président, les éléments permettant de fonder les décisions. Nous avons noté avec satisfaction son intention d'ouvrir un certain nombre de chantiers, y compris financiers. Nous voulons lui rappeler l'importance d'apporter au premier semestre 2019, mais je crois que nous sommes déjà en phase, des réponses claires sur la manière de compenser la taxe d'habitation. C'est un sujet prioritaire et c'est normal. Nous demandons au président de la République, dans l'esprit de dialogue dont il nous a fait part, de s'y impliquer fortement et personnellement aux côtés du gouvernement que vous dirigez. Nous partageons la volonté du président de la République de mieux associer les élus aux réformes, car nous sommes convaincus que la République doit avancer unie. Nous sommes des acteurs, nous sommes des progressistes par nature. On n'a qu'une idée en tête chaque soir quand on se couche, quand on est maire, de penser à l'amélioration du coin de la rue, du quotidien, du bien-être des administrés. C'est ça un maire. Éric Orsena, plus lettré, mais aussi géographe, plein d'allant, car une énergie sans faiblesse, et passionné de nos sujets, ce qui nous honore, le dirait certainement mieux que moi et mieux que nous tous. Mais cette idée de la petite patrie, cette idée de la grande famille, cette idée de la République en petit ou en grand, cette idée de la démocratie de proximité, cette idée de servir, cette idée de penser les plaies, cette idée d'être à l'écoute des plus défavorisés, cette idée de ceux qui, n'ayant presque plus d'espoir pour se tourner vers aucun membre de sa famille, se tournent vers la porte de la mairie et le bureau du maire. C'est ça la réalité de notre quotidien. Et le caractère fécond des échanges avec les maires est toujours une projection vers l'avenir. Et par définition, il n'y a aucun maire dans cette salle, comme en France, qui soit ou qui puisse être considéré comme un corps intermédiaire, conservateur, replié sur lui-même, étant un élément majeur d'une société bloquée. Nous sommes les acteurs de tout le contraire, d'une société à l'écoute, ouverte, qui veut progresser et qui veut progresser à l'unité dans une gestion de plus en plus difficile du cadre général du quotidien qui est imposé aux Français.
Alors, mes chers amis, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, nous voulons croire qu'une nouvelle ère de confiance entre l'État et nous va s'ouvrir. Nous y sommes disposés car c'est la tradition de l'AMF depuis toujours. Les attentes des élus sont fortes. Elles recoupent l'impatience du pays que le président lui-même a évoquée. Nos responsabilités sont immenses et collectives, de l'accès à l'emploi à la réduction des inégalités, du développement économique à la lutte contre le changement climatique. Nous serons des acteurs à vos côtés de cette évolution. Le Congrès s'achève, une page se tourne, nous l'espérons, d'un chapitre qui aura été au cours de cette année écrit à l'encre de l'incompréhension, à l'encre d'une méthode incertaine, à l'encre parfois de mauvaise manière, que nous ne souhaitons pas relire. Pas l'année prochaine, pas les années suivantes, pas relire du tout. Ni vous, sûrement, et je n'en doute pas, ni nous, c'est certain, et vous l'avez compris. Le Congrès nous a confié un mandat de négociation. Il est clair, il est précis, nous allons le suivre fidèlement jusqu'à l'année prochaine. Alors, Monsieur le Premier ministre, comme le disait Corneille, ma pièce de théâtre est terminée, il n'y a plus qu'à l'écrire.